On va commencer. En fait, les gens continuent quand même à entrer dans le webinaire, mais on va commencer. Je suis très heureuse et fébrile, en fait, de vous présenter aujourd'hui une nouvelle solution de recherche offerte chez Léger. C'est une initiative, en fait, du Bureau de Montréal, Toronto, New York également, et toute l'équipe Léa aussi de Léger Analytique là, qui a participé au développement de cette étude-là, qui s'appelle le Momentum des marques. Sans plus tarder, de commencer. Prochaine diapo. Donc, Momentum des marques. Donc, mon nom est Hélène Crépin. Je suis vice-présidente senior de la division consommation pour le Québec. Je suis accompagnée également de Luc Dumont, qui est vice-président senior consommation au bureau de Toronto. Je Bonjour vais tout vous le pré- monde. Donc, je vais vous présenter d'abord le modèle de recherche, donc à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et en deuxième partie du webinaire, donc Luc va vous présenter une étude de cas, en fait, sur différentes marques de produits nettoyants, de produits hydratants également pour le visage. Donc, c'est une étude qu'on a menée à travers le Canada. Et vous allez voir aussi au cours de la semaine prochaine ou au cours des prochains jours, il va y avoir d'autres études de cas qui ont été faites plus sur le marché américain pour des marques de produits de nourriture pour animaux, également des marques de détergents aussi, donc sur le marché américain. Donc, il va y avoir des résultats également qui vont être dévoilés là, pour ces deux marchés-là. Et il y a également aussi un autre webinaire, en fait, qui est en anglais, qui va être fait à midi aujourd'hui aussi. Donc, le même webinaire qu'on écoute en ce moment, mais en anglais, donc à midi aujourd'hui. Également aussi, si vous avez des questions durant la présentation, on va les prendre à la toute fin. Donc, vous pouvez les écrire dans le Q&A, là, la question-réponse dans le webinaire. Donc, il nous fera plaisir, en fait, d'y répondre dépendamment du nombre de questions. Sinon, bon, on pourra vous répondre aussi personnellement via aussi par courriel, etc. Là. Donc, on va vous donner les informations à la toute fin du webinaire à ce propos. Donc, sans plus tarder, je vais commencer en fait, à vous présenter le modèle comme tel. Donc, on parle ici de momentum des marques. En fait, ça fait déjà 4 ans qu'on réfléchit, qu'on a commencé à bâtir ce modèle-là. Peut-être vous avez déjà peut-être entendu parler, on avait quand même fait des publications par rapport au momentum des marques. Ce modèle-là a évolué, donc on a continué notre réflexion. En fait, on vous offre aujourd'hui une version 2.0 revampée du modèle, donc avec différents éléments super intéressants. Souvent, on a l'habitude de mesurer des données plus dans le présent ou même on mesure le passé. Donc, et là, ici, en fait, l'étude Momentum nous permet en fait d'essayer en fait d'anticiper le futur, de voir un peu quelles sont les marques qui ont la vitalité, qui ont la force, qui ont le momentum sur le marché, qu'on doit regarder, qu'on doit avoir à l'œil ou de voir est-ce qu'on est vraiment dans la course ou on est plus en déclin comme marque. Donc, c'est à quoi l'étude momentum répond. Et pourquoi c'est important en fait de mesurer le momentum pour un gestionnaire de marque? Bien, tout d'abord, ça permet en fait de prendre des décisions stratégiques beaucoup plus éclairées, réfléchies. Donc, comment allouer les ressources aussi plus efficacement. Ça nous permet également de comprendre les attentes du consommateur aussi, donc de voir un peu qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui fait qu'on va aimer davantage une marque, on va vouloir l'acheter davantage, qu'est-ce qui explique en fait qu'une marque est en croissance et comment elle répond aux besoins des consommateurs. Anticiper la dynamique du marché aussi, donc d'avoir vraiment une bonne vision sur les marques qui arrivent, les marques émergentes aussi sur le marché. Mesurer et suivre la performance aussi d'une marque, par exemple de voir, par exemple, aux 3 mois, à chaque année, de voir en fait comment les marques croient sur le marché, de voir aussi l'impact d'une stratégie, d'une campagne publicitaire, etc., etc. Donc, on peut voir un peu l'impact des actions marketing sur le mouvement des marques. Et il y a une partie également, assurément, de développement et innovation, d'identifier des opportunités de croissance dans le futur également. Donc, de voir un peu c'est quoi les créneaux qui semblent plus bouillonnants là, sur le marché actuellement et de voir, en fait, est-ce qu'on doit lancer un nouveau produit, modifier le produit actuel, modifier la marque, etc. Donc, ça nous permet, en fait, de faire tout ça, le modèle Momentum. Qu'est-ce que l'étude Momentum des marques? Tout d'abord, en fait, c'est une étude qui est sur mesure. Donc, ce n'est pas une étude syndiquée. Donc, on ne peut pas acheter les résultats d'une étude. En fait, c'est fait sur mesure pour le client selon son besoin, selon les marques aussi qui l'intéressent. Donc, on peut faire l'étude pour une seule marque spécifique.
On peut le faire pour plusieurs marques. On peut le faire aussi pour des marques de différentes catégories. Donc, on peut vouloir, par exemple, se comparer à une marque qui n'est pas du tout dans le même secteur que nous, juste pour voir, par exemple, d'identifier des marques qui sont très, très actives sur le marché, de vouloir se comparer à ces marques-là. Donc, c'est une étude sur mesure. C'est aussi une étude qui s'adresse davantage à des marques de biens de consommation. Donc, ici, on est plus dans le CPG là, comme tel. Donc, surtout des marques à fréquence d'achat moyenne à élevée. Des marques aussi qui sont dans des environnements concurrentiels de moyens à forts aussi, parce qu'on veut évaluer le momentum. Donc, dans des secteurs où ça ne bouge pas trop, il n'y a pas trop d'innovation, c'est les mêmes marques, etc. C'est peut-être moins intéressant ou encore dans des secteurs où on est plus sur l'achat une fois par année. Il y a peut-être un peu moins de momentum dans ces marchés-là. Donc, ça s'adresse davantage à des marques de biens de consommation. C'est également une approche validée. Donc, on a des normes aussi qu'on a développées à travers les années. Donc, on peut se comparer à des normes pour les différents indicateurs, de voir est-ce que j'ai un bon momentum, un momentum moyen, faible, ou même je suis peut-être même en déclin par rapport au marché. Donc, on a fait, je vais vous en parler tout à l'heure, les normes auprès de 200 marques à travers le Canada. Et également aussi, c'est une étude qu'on voit en fait plutôt comme une mesure en continu. On veut évaluer le momentum, donc c'est important d'avoir une mesure soit au trimestre, soit une fois par année, aux 2 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on veut suivre aussi dans le temps pour vraiment voir l'efficacité des stratégies, campagnes publicitaires aussi dans le temps. Et finalement, aussi, c'est une étude le livrable, en fait, est un rapport interactif. Donc, c'est un tableau de bord avec différents filtres, par exemple. Donc, on peut regarder les résultats selon différents sous-groupes de la population, soit par groupe d'âge, par genre, les provinces, etc. Donc, on peut filtrer tout ça aussi. Donc, c'est un modèle, un tableau de bord interactif. Voici le contenu de l'étude Momentum. Donc, on a des mesures sur la notoriété et la familiarité aussi envers la marque. On a l'incidence et les fréquences d'achat actuelles. Donc, ces deux mesures-là de notoriété et d'incidence nous permettent en fait d'évaluer c'est quoi la portée actuelle de la marque. Donc, ce sont deux mesures comme autant présent. Ensuite, on a des mesures plus orientées vers le futur. Donc, on parle ici de vitalité de la marque. Est-ce que j'anticipe, moi, d'acheter cette marque-là au cours des 3 prochains mois? Est-ce que j'anticipe d'augmenter mes achats, de faire les mêmes achats, donc la stabilité, ou diminuer même mes achats pour cette marque-là? Est-ce que j'ai l'intention aussi d'acheter cette marque-là dans le futur? On a également des mesures au niveau de la force de la marque. Est-ce que ma marque a ce qu'il faut pour croître dans le marché? Est-ce qu'elle a toute la recette magique? Là? Et là, on a 9 composantes qu'on mesure, que je vais vous présenter bientôt, là, tout à l'heure, dans les prochaines diapos. On a également l'analyse des leviers du momentum, donc le Key Driver Analysis qu'on mesure également pour voir qu'est-ce qui a de l'impact sur le momentum des marques dans une catégorie, donc sur quoi on doit travailler davantage pour créer ce momentum-là. On a également des analyses par sous-groupe. Comme je vous disais, avec le rapport interactif, on peut filtrer là, selon acheteur, non-acheteur, sous des mots, etc. On a également des verbatims sur la marque. Donc, les gens ont voulu s'exprimer sur la marque, nous dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient moins bien. Donc, on a aussi des pistes d'action là, pour s'assurer de continuer la croissance. Et ces commentaires-là nous permettent également de faire une analyse du sentiment pour la marque. Donc, à savoir, est-ce que les verbatims ont tendance à avoir un caractère beaucoup plus positif, neutre ou négatif. Donc, on a des mesures également pour ça. Et ben, c'est sûr que l'étude, oui, ça, c'est le cœur de l'étude, mais c'est une étude également qui est personnalisable. Donc, on peut ajouter aussi des questions qui sont propres à votre secteur. Donc, on le voit soit de façon autonome comme modèle ou encore là intégré à une étude déjà existante ou une étude ad hoc qu'on peut ajouter d'autres questions. Voici le modèle. Donc, le modèle Momentum des marques inclut en fait 2 grandes dimensions. Donc, on mesure d'une part la force de la marque. Donc, est-ce que la marque a actuellement ce qu'il faut pour croître? Et la deuxième dimension, c'est la vitalité de la marque. Donc, c'est quoi le potentiel de croissance de la marque aussi sur le marché? Est-ce que les consommateurs ont l'intention d'en acheter dans le futur? Donc, on est vraiment orienté ici vers le futur. Si on regarde plus spécifiquement la force de la marque, donc voici les 9 composantes. Ce sont 9 composantes qui ont été identifiées, oui, d'une part par notre expérience en recherche là, chez Léger. Donc, on voit ici, ce sont des dimensions qui sont importantes, mais également suite à une analyse de différents articles scientifiques, des recherches scientifiques qui sont disponibles aussi en ligne ou
pour différents chercheurs là, de recherche fondamentale. Et également, ça a été validé aussi par 5 de nos clients qui offrent des marques qui sont en fait dans le secteur des produits de consommation. Donc, ils ont validé également que ces dimensions-là étaient les meilleures, en fait, pour mesurer le momentum des marques. Et chaque fois, en fait, on mesure est-ce que la marque, elle est supérieure, égale ou inférieure aux autres marques de sa catégorie. Donc, est-ce qu'elle performe mieux, égale ou moins bien sur la visibilité, par exemple? Est-ce qu'elle est suffisamment visible en magasin, visible dans les médias? Au niveau de l'attrait visuel également de la marque, est-ce que c'est une marque qui a un design intéressant, le look and feel, le nom, etc. Est-ce que c'est une marque qui offre quelque chose de différent aussi par rapport aux autres marques de ces catégories, la valeur pour le prix, la qualité également de la marque, l'attachement, tout ce qui est lien émotionnel pour la marque, toute la fidélité, l'engagement que j'ai pour cette marque-là. On a l'innovation, c'est une marque qui est active, dynamique sur le marché, ce qu'elle offre souvent, en fait, des nouveautés. Responsabilité, toutes les pratiques aussi éthiques aussi de la marque, c'est mesuré, et la réponse aux besoins aussi. Donc, est-ce qu'elle répond aux besoins qui nous sont propres? Donc, on est plus ici dans l'appartenance ou le fait là, que c'est une marque qui est faite pour moi, là. Pour la vitalité de la marque, donc la deuxième dimension qui mesure l'indice momentum, donc on parle ici d'achat anticipé à court terme, donc on est sur les 3 prochains mois. On sait que dans le secteur des produits de consommation, ça bouge vite, là, donc on a voulu vraiment avoir un indicateur qui est très court terme, donc on est sur les 3 prochains mois. Donc, est-ce que les gens prévoient acheter plus, moins ou autant la marque dans le futur? Et on a aussi une mesure un peu plus long terme là, sur est-ce que vous avez l'intention d'acheter cette marque-là dans le futur? Donc, ces 2 dimensions-là nous permettent de calculer la vitalité. On le voit ici d'ailleurs. Donc, au niveau de la force de la marque, je viens de vous présenter les 9 composantes, mais on a ajouté également une analyse des facteurs clés, donc des Key Driver Analysis, donc pour vraiment voir parmi les 9 composantes, lesquelles avaient plus de poids à générer des achats anticipés. Donc, de vouloir acheter vouloir acheter la marque dans le futur davantage. Donc, quelles sont les composantes qui ont le plus d'impact? Et on fait une analyse comme ça. Et simplement, dans le calcul du pointage de la force, c'est un pointage qui est pondéré selon l'importance des différentes dimensions euh, à, euh, dans la génération, en fait, d'achats anticipés. Donc, on tient compte, en fait, disons, par exemple, si l'aspect responsable est important dans une catégorie de produits, donc on va mettre plus de poids. En fait, on va tenir compte davantage de la responsabilité, et et une marque qui performe bien sur la responsabilité va être avantagée là, au niveau de son pointage, au niveau de la force. Vitalité, comme je disais, on tient compte en fait des 2 composantes, le court terme et le long terme, ce qui nous permet en fait de créer un indice momentum. L'indice momentum peut être négatif, donc pour une marque, par exemple, en déclin, ou positif aussi pour une marque qui est en croissance. Et on a une variation, et c'est une mesure aussi qui est normée. Donc, on peut savoir que si on obtient 10,2, par exemple, sur l'indice momentum, ben, ça veut dire quoi par rapport à est-ce qu'on est vraiment fortement en croissance ou on est plutôt stable ou stagnant dans le marché. Donc, les 2 dimensions ici nous permettent en fait de cartographier les marques sur 2 axes. En fait, c'est la force de la marque qu'on voit dans le bas. On a la vitalité de la marque qu'on voit ici dans l'axe à gauche, là. Et on voit la diagonale, en fait, nous permet d'identifier, là, plus on est vers le bas à gauche, là, plus on est une marque qui a un fort risque de déclin, et plus on est vers le haut, on a un fort potentiel de croissance. Donc, la marque A, c'est là où on veut être, dans le fond. Donc, on a une marque qui a tout ce qu'il faut pour croître. Elle a toutes les bonnes sur différentes dimensions, soit qu'elle innove, soit qu'elle est différente, qu'elle est visible, etc. Et en plus, les gens ont l'intention de vouloir en acheter dans le futur ou en acheter même plus qu'ils le font actuellement. Donc, c'est la position qu'on veut, la position A. À l'inverse, la position D, c'est là où on ne veut pas être. Là, donc, on est en fort risque de déclin. Donc, on n'a pas ce qu'il faut au niveau de la force de la marque. Donc, on n'a pas une marque nécessairement en santé ou différente de ce qu'il y a sur le marché. Et en plus, les consommateurs ont l'intention soit d'en acheter moins, ou on voit que ça diminue là, au niveau des achats futurs là, pour cette marque-là. On a la marque C,
qui est très forte, ça différencie, mais la vitalité, elle est plutôt faible. On peut parler ici d'une marque qui est plutôt mature, par exemple sur le marché, où les gens l'achètent déjà beaucoup, n'ont pas l'intention d'en acheter davantage. Mais c'est une marque quand même qui est bien établie. Donc, on parle ici de la marque C. La marque E, c'est plutôt une marque qui a pas nécessairement tout ce qu'il faut, ou en tout cas, du moins pas sur les 9 composantes de la force, mais a une très bonne vitalité. Donc, on peut parler ici d'une marque éphémère, une marque très populaire actuellement aussi, qui doit travailler sur certains aspects ou mieux communiquer sur certains aspects pour établir sa force sur le marché. Et on a la marque B là, qui est un peu au centre, beaucoup plus indifférenciée, je dirais, par rapport aux autres marques, dont on doit agir plus à moyen long terme là, si on se situe plus dans le milieu. Donc, il y a probablement des changements à envisager pour s'assurer de retrouver en fait notre aire d'aller au niveau de la croissance. Et alors que la marque D, on est plus dans l'urgence, court terme d'agir. Ça nous permet également, c'est sûr que lorsqu'on se retrouve dans le cadran en haut à droite, on est en forte croissance, on peut quand même identifier deux types de marques. On a donc en haut ici l'indice élevé, donc fort potentiel de croissance au niveau de l'indice momentum, mais il se peut que ta portée actuelle soit élevée ou même faible. Donc, une portée actuelle, ça veut dire est-ce que j'ai une bonne notoriété, est-ce que j'ai une bonne proportion d'acheteurs aussi actuellement. Donc, une marque qui a un indice momentum élevé, et une portée actuelle qui est forte, donc bien connue, bien achetée. On se dit ici que c'est une marque en expansion. Donc, en plus d'être très forte actuellement sur le marché, elle a le momentum. Donc, c'est une marque en expansion. À l'inverse, une marque qui a un indice de momentum élevé, mais qui actuellement n'est pas très connue, plus petite proportion d'acheteurs. Donc, il s'agit à ce moment-là d'une marque qui est émergente sur le marché ou encore une marque qui est nichée, donc qui est très forte dans un petit marché. En bas de la diapo, on a l'indice faible. Donc, à l'inverse, lorsqu'on a un indice de momentum qui est faible, mais qu'on a une portée actuelle qui est forte, on parle ici d'une marque mature. Et on est à risque si on a un indice momentum faible et en plus, notre portée actuelle, elle est faible. On est plus une marque à risque. On doit agir là, pour se sortir de là. Autre livrable également de l'étude, donc c'est intéressant de voir quel est le potentiel de conversion ou l'analyse du risque là, par segment de consommateurs. Donc, on a un premier segment qu'on a nommé ici clientèle engagée. Donc, ce sont des acheteurs actuels de la marque et en plus, ont très bien évalué la marque, donc avec un indice momentum élevé. Donc, ce segment-là, donc, on a premièrement, on va connaître le pourcentage, ça représente combien, là, ce pourcentage-là, et qui est le profil aussi, c'est quoi le profil sociodémographique de ce segment-là, et c'est un segment ici qu'on dit à fidéliser. Donc, ce sont des clientèles engagées à fidéliser. On a également une clientèle à risque, donc ce sont des acheteurs, mais qui ont évalué plus ou moins bien là, la marque, donc avec un indice momentum faible. Donc, on connaît, l'étude va nous révéler le pourcentage, qui sont ces gens-là, quel est leur profil. Et l'action aussi, c'est davantage d'innover. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à cette clientèle-là qu'on risque de perdre ou de recentrer, en fait, de revoir qu'est-ce qui peut être fait là, pour mieux communiquer certains aspects ou se différencier davantage. À droite, on a les non-acheteurs. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir pour une marque qui sont les non-acheteurs actuels de la marque, mais qui ont bien évalué la marque, donc donc avec un indice momentum élevé. Donc, ça leur plaît, mais ils ne l'achètent pas encore. Donc, de voir c'est qui ces gens-là et comment les cibler. Donc, qu'est-ce qui est important? Quelle marque ils achètent actuellement, par exemple, donc de voir un peu c'est quoi le profil de ces gens-là. Et finalement, le dernier groupe, ce sont également des gens, des non-acheteurs de la marque, qui sont quand même familiers avec la marque, qui connaissent la marque, mais ils l'ont mal évoluée. Donc, de voir est-ce que c'est un segment qui est intéressant, est-ce que ça représente beaucoup de monde là, pour que ça vaille la peine en fait d'innover, ou encore on fait simplement oublier là, ce segment-là, bon, ça ne correspond pas non plus à notre territoire de marque, par exemple, ou autre. Donc, on peut aussi choisir d'oublier ce segment-là. Finalement, je vous parlais en début de présentation qu'on avait des normes, aussi des normes canadiennes.
Donc, ça nous permet, en fait, ces normes-là sont basées sur 200 marques qu'on a évaluées dans 18 catégories de produits de consommation. Donc, ces normes-là nous permettent, en fait, d'interpréter les résultats, soit au niveau de l'indice momentum comme tel, soit au niveau de la santé, au niveau de la vitalité. Donc, de voir comment on se situe là, par rapport à d'autres marques dans d'autres secteurs au-delà de la catégorie comme telle. Donc voilà, ça faisait le tour de mon côté pour la présentation du modèle. Donc, je vais laisser maintenant Luc vous présenter l'étude de cas pour les marques de produits nettoyants et hydratants pour le visage. Merci, Hélène. Super intéressant. Je répète ce qu'on a dit au début. C'est une étude qui est years in the making, comme on dit à Toronto. Évidemment, étant chercheur, on a voulu faire une étude de cas. On a fait plusieurs, en fait, au fil du temps. La plus récente, c'est celle des produits nettoyants et hydratants pour le visage. Principalement parce que c'est une catégorie où il y a énormément de momentum. Il y a toujours des nouvelles marques qui rentrent. Il y a beaucoup de marques matures sur notre marché. Et c'est un environnement très, très compétitif. Pour tous ceux qui visitent les pharmacies, on le sait, cette section-là, il y a toujours des nouveautés. Il y a beaucoup, beaucoup de produits différents qui s'adressent à plein de publics différents. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude parmi un sondage, en fait, parmi 2505 Canadiens et Canadiennes âgés de 16 ans et plus. L'échantillon reflète en fait notre désir d'avoir au moins 500 répondants qui évaluent chaque marque choisie pour cette étude-là. Afin d'être qualifiés pour répondre à l'étude, les répondants et répondantes devaient avoir acheté au moins un produit ou au moins une fois au cours des 3 derniers mois dans la catégorie de produits de nettoyants hydratants, peu importe la marque. Évidemment, les résultats sont pondérés pour pouvoir être extrapolés à l'ensemble des acheteurs et acheteuses récentes de la catégorie. Ça a été fait début juillet jusqu'à la mi-juillet sur le terrain et depuis ce temps-là, en analyse, en discussion avec l'équipe. Encore une fois, je répète, une grande collaboration avec le bureau de Montréal, Toronto, New York et notre équipe de Léger Analytics. Donc, on a choisi 15 marques. En fait, on a fait un petit brainstorm à l'interne. On s'est dit, bon, évidemment, on ne peut pas choisir toutes les marques, il y en a beaucoup trop. Pour une étude de cas, on a décidé de choisir un mélange de marques que nous, on estimait être certaines matures, certaines en émergence, certaines avec beaucoup de momentum, certaines qui sont plus ou moins récentes sur notre marché pour voir en fait si notre modèle allait pour prouver en fait que notre modèle allait nous dire en fait nous confirmer nos hypothèses par rapport à certaines marques. Donc, si votre marque n'est pas là, c'est pas grave, on peut refaire l'étude avec votre marque anytime. Donc, je vais commencer par un morceau qui est hyper important dans toute l'étude. Hélène a parlé tantôt du fait que on fait quand même une analyse du secteur, de la catégorie en fait, pour voir c'est quoi les leviers, les facteurs clés d'achat anticipé. Dans cette catégorie-là, évidemment, on voit que répondre aux besoins, c'est hyper important. C'est ce qui est le plus important, suivi de valeur pour l'argent et une marque attachante. C'est sûr que ça serait très différent. On peut s'imaginer dans, par exemple, les nettoyants pour les vitres, disons, les Windex du monde, ça serait probablement très différent. Probablement que la valeur pour l'argent serait en premier. Je pense qu'on a ça dans nos autres études, mais l'important, c'est de savoir que la pondération des 9 leviers se fait par cette analyse-là de ce qui est important pour les consommateurs dans la catégorie. Donc, pour notre étude, ça, c'est les résultats du KDA, du Key Driver Analysis, qui nous permet de calculer la force, la vitalité et évidemment l'indice momentum. Donc, ici, on présente vraiment comment se classent les différentes marques qu'on a évaluées sur ces trois axes-là. Principalement pour un peu expliquer les 2 marques qu'on a choisies pour l'analyse. On a choisi The Ordinary pour voir ce qui se passait avec cette marque-là et Spectro parce qu'ils sont dans le bas de la liste. Mais les histoires ne sont pas négatives, sont positives pour tout le monde parce qu'il y a des opportunités pour tout le monde avec ce genre de données-là.
Je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que vraiment, la vue la plus importante, la plus interpellante, d'après nous, c'est ce qu'on a présenté tantôt. C'est de regarder sur l'axe, en fait, à la diagonale pour voir qui se positionne dans les marques qui ont un fort potentiel de croissance versus ceux qui ont un fort risque de déclin. Ici, on voit encore une fois qu'il y a quand même des groupes qui se forment, mais il y a, comme je le disais tantôt, deux marques qui se distinguent par ces deux axes-là, The Ordinary et Spectro. On a parlé tantôt de notre tableau de bord. C'est vraiment important pour une marque, en fait, de voir ça, de voir l'ensemble, de voir dans l'ensemble les résultats. Mais selon vos lignes de produits, à qui ça s'adresse, etc., ça serait super le fun de pouvoir filtrer, non? Donc, on a permis le filtrage de ces cartes-là sur notre tableau de bord. Par exemple, pour ces marques-là, évidemment, pour les différents groupes d'âge, les résultats vont être différents ou pour hommes versus femmes. Donc, dans le tableau de bord, un exemple, si moi j'étais gestionnaire de ces marques, une de ces marques-là, je voudrais voir OK, qu'est-ce qui se passe parmi ces mêmes marques-là sur ces axes-là de déclin à potentiel de croissance parmi ceux qui ont moins que 35 ans. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui, là, je vais flipper back and forth pour montrer un tout petit peu qu'est-ce qui se passe. Spectro et The Ordinary gardent un peu leur position. Il y a des petits changements, mais on voit que parmi ceux qui ont moins de 35 ans, CeraVe et Avino se rapprochent du potentiel de croissance. Bien, ça, ce que ça nous dit, évidemment, c'est qu'il se passe quelque chose avec ces marques-là, côté momentum, dans ce groupe d'âge-là. Plusieurs théories. Avino, c'est une marque qui a souvent des nouveaux produits, très, très présente, très visible dans les pharmacies. Un packaging qui est quand même assez différent des autres marques, un branding qui est très, très particulier, qui est reconnaissable, que les gens reconnaissent. CeraVe, moi, ma théorie présentement, c'est qu'il y a eu un investissement assez majeur, du moins dans le Canada anglais et aux États-Unis, de marketing dans les 6 à 12 derniers mois, pardon, avec un acteur qui a probablement à peu près 35 ans. Donc, on voit que ça a probablement un impact. On n'a pas, pardon, on n'a pas les données des 9 leviers pour ces deux marques-là parce que notre étude de cas est The Ordinary et Spectro, mais ça sera un exemple de comment on peut expliquer ça parmi les 35 ans, ce serait de regarder ces leviers-là par ce groupe-là. Même chose, on regarde chez les hommes, on voit que les marques se déplacent. On voit que, par exemple, Youth to the People prend plus d'importance que The Ordinary et Crave Beauty qui change complètement de place. Pardon. Et on voit parmi les hommes aussi que Clinique et Vichy, pas une grande surprise, se positionnent encore plus en déclin parmi les hommes que Spectro. Il ne faut pas oublier que dans ces marques-là, il y a des marques qui sont, si je pourrais le dire, utilitaires, qui servent pour certaines personnes à résoudre un problème ou un problème peut-être que, par exemple, Spectro, c'est quelque chose qui est souvent discuté avec un dermatologue. Le dermatologue va dire, ben non, mais switch pour Spectro. Donc, il y a des différentes raisons d'utiliser ces produits-là. Ce n'est pas toujours parce que c'est des produits hot, parce que c'est des produits qui sont peut-être auxquels je suis habitué, que j'ai commencé à apprendre à utiliser quand j'étais adolescent, puis je les utilise encore. Donc, un exemple de certains filtres, mais des filtres, il y en a des tonnes, et des combinaisons, il va en avoir des tonnes aussi. Comme Hélène disait tantôt, c'est important aussi de ne pas seulement regarder l'indice momentum. C'est sûr que l'indice momentum, c'est le fun. Si je suis gestionnaire de la marque The Ordinary, je suis super content. Mon indice est le plus élevé. Mais ma portée actuelle est quand même assez basse. Donc, il faut tenir compte de ça quand on pense tantôt, on parlait des risques et des opportunités. C'est important de tenir compte de cette valeur-là. C'est pour ça, en fait, qu'on dit que The Ordinary, c'est une marque émergente ou nichée, parce qu'il y a peu de gens qui la connaissent et peu de gens qui la jettent, mais ceux qui sont investis dans cette marque-là l'adorent. Par contre, Avino et CeraVe, comme je disais tantôt, ont quand même des indices élevés. Si on regarde l'ensemble des scores, sont quand même dans le top 5.
Et en plus de ça, ils ont une portée actuelle élevée. Donc, c'est ces deux marques qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel d'expansion. Les gens la connaissent, les gens l'achètent déjà et les gens l'aiment. Même chose, on va parler tantôt, on va regarder Spectro, qui est comme dans le bas de la liste pour presque tout, avec une portée actuelle très, très basse et un indice momentum négatif. On va voir l'impact sur les opportunités et les risques plus tard, sous peu. Donc, comme je disais tantôt, afin de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe avec notre marque, c'est important de regarder où on est performant. The Ordinary a le vent dans les voiles, un très bon titre, Hélène, j'adore ce que tu as lu sur la slide, a un pointage de force de 36,4 versus la moyenne de 11, la moyenne de la catégorie de 11,9. Donc, évidemment, on voit qu'il surperforme sur presque sur les 9 éléments. Ici, on fait un petit calcul. Là, on calcule le nombre de personnes qui disent que The Ordinary est mieux que la concurrence en rouge, moins le nombre de personnes qui disent qu'ils sont moins bons que la concurrence. On fait un petit calcul sur le côté pour voir vraiment que ça indexe assez haut. Le côté vitalité, donc là, ici, on avait la force. C'est pour ça que The Ordinary a une force élevée, surtout. La vitalité aussi, très, 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 très haut. Encore une fois, ceux qui achètent déjà la marque se font poser la question, allez-vous l'acheter plus souvent dans le futur, dans les 3 prochains mois? La même chose ou moins. On a plus de gens qui disent qu'ils vont l'acheter plus souvent, dont l'expansion de la marque et dont on peut s'attendre à ce que les ventes augmentent. Globalement, 22,2 de pointage vitalité pour cette marque-là versus un score de catégorie de 6,8, donc une excellente performance. Et ceux qui n'ont peut-être pas acheté, est-ce que vous voulez l'acheter à un moment donné dans le futur? Là, on a quand même 64 des gens qui disent oui, je veux l'essayer, je veux avoir une expérience avec cette marque-là. Dans nos tableaux de bord aussi, là, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce que il y a trop de mots, mais dans nos tableaux de bord, on fait quand même aussi une analyse de tous les commentaires recueillis par les gens qui ont évalué votre marque. Et on fait un calcul de sentiments, en fait, pour les commentaires, pour voir si c'est des commentaires très positifs, neutres, très négatifs et entre les deux. Ce qui est important ici, c'est que c'est une très, très bonne façon de voir de façon un petit peu plus granulaire si ma marque doit innover, d'après notre analyse bon, ben, comment je vais innover, ben, c'est là qu'on peut le voir ou qu'on peut au moins avoir des indices, en fait, directionnels pour qu'est-ce qui manque à ma marque. Il y a même des commentaires positifs qui vont inclure des idées pour des produits futurs. Le produit répond à mes besoins, etc., etc., mais il y a telle chose que j'aimerais voir de ce produit-là. C'est le genre de commentaires qu'on veut lire pour pouvoir mettre en contexte les autres résultats. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce potentiel de conversion et analyse du risque. On a parlé tantôt de la portée et on disait que The Ordinary avait une portée assez basse de 6 %. Donc, ça met en contexte tout ça. Parce que parmi les clients qui sont familiers avec la marque, c'est quand même bas. Donc, la clientèle engagée, ici, on a 12 %. Ça, c'est des gens qui ont un indice de momentum élevé et qui sont déjà clients de votre marque, qui vous achètent déjà. Donc là, c'est de fidéliser. Clientèle à risque pour The Ordinary, c'est très, très bas. Donc, il y a très peu de gens qui sont clients présentement, qui achètent votre produit présentement, mais qui vous donnent un indice momentum faible. Donc, si j'avais à dire, bon, je mets où mes efforts, ça ne serait pas dans l'innovation pour ce groupe-là en particulier. Ça serait en fait, fidéliser. C'est un peu comme la clientèle engagée. En revanche, ceux qui ne sont pas clients, là, on voit beaucoup d'opportunités. On a beaucoup de gens, on a 50 % des gens ici qui nous disent, je ne suis pas client, je n'achète pas le produit, mais il vous perçoit, la perception de votre marque est très, très haute. On comprend que c'est des produits de qualité, on comprend que vous êtes une compagnie responsable, mais je n'ai pas encore fait le saut. Donc, ça, c'est vraiment une opportunité de ciblage énorme pour prendre ce 50 % là puis
de le pitcher dans la clientèle engagée de façon assez simple. On s'entend que ce n'est pas si simple que ça, mais c'est une grosse opportunité. Et en dernier, on a la clientèle non disponible. Ceux qui ne sont pas clients et qui ont un momentum faible, encore une fois, est-ce que ça ne fait pas partie de vos cibles? Est-ce que ça ne fait pas partie de votre brand strategy en général? Est-ce qu'on crée des nouveaux produits qui ne font pas partie de notre core branding pour répondre à ça? Peut-être pas. C'est peut-être trop d'efforts. C'est peut-être trop un gros risque. Donc, prendre la décision, est-ce qu'on innove? Est-ce qu'on crée des nouvelles lignes de produits ou on oublie pour le moment puis on y pense plus tard? Il y a toujours cette possibilité-là. Donc, on a choisi la marque qui avait les plus hauts scores. On a aussi choisi la marque qui avait les plus bas scores pour voir un peu comment se différencient les deux marques. Ici, on voit que, évidemment, il y a des scores beaucoup plus bas pour les gens qui disent que Spectro est mieux que la concurrence pour plusieurs choses. La qualité, c'est quand même pas pire. Mais si on regarde des petits ronds à gauche, le 1, 2, 3, je ne l'ai pas mentionné sur l'autre slide, mais là, c'est les trois éléments les plus importants pour les clients. Tantôt, on a parlé du KDA, de la catégorie, qu'est-ce qui prédit le mieux l'achat anticipé? C'était ces trois éléments-là, les top 3. Donc, on voit pourquoi, en fait, Spectro, en général, a un score beaucoup plus bas. Parce que la performance sur les choses qui sont très importantes pour les clients de cette catégorie-là est beaucoup moins élevée. On voit qu'ils ont un score de moins 10,2 versus la catégorie versus la moyenne de la catégorie de 11,9. Je pense que Spectro, c'était 36,4, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une très grosse différence là. La vitalité, encore une fois, assez bas. Achat dans les 3 prochains mois. Il y a plus de gens qui disent qu'ils vont l'acheter moins souvent. Donc, c'est des gens qui sont très, très, très faciles à perdre. On s'entend bien. Et ceux qui ne l'ont jamais peut-être acheté ou ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas acheté, seulement 32 dire oui, oui, je vais l'acheter dans le futur. Ce n'est pas très, très élevé. Ce n'est pas terrible pour cette marque-là. Mais puis là, je vais passer par-dessus des commentaires rapidement. C'est la même histoire que pour The Ordinary. Encore une fois, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi les gens donnent les scores qu'ils donnent, les éléments un peu plus granulaires là, de leur expérience avec le produit ou de leur perception avec la marque. Mais encore une fois, on va encore une fois parler de la portée versus le momentum score, parce que c'est ici qu'on voit que l'histoire est complètement différente et il y a quand même des opportunités pour Spectro. Avec une très, très haute portée, je pense que c'était 30 quelque chose comme ça. Non, excuse-moi, c'était pas... Non, Spectro avait quand même une portée assez petite, comme The Ordinary, un petit peu plus basse. Mais ici, on voit que tout se regroupe du côté non clientèle, disponible ou non disponible. Donc, clientèle engagée et la fidélisation pour Spectro, ce n'est pas quelque chose qui devrait être top of mind. D'après moi, ça serait comme quelque chose à ne pas trop s'en préoccuper parce que la marque a très peu de gens qui donnent un indice élevé et qui la connaissent, en fait. Avec tout ça, on peut dire aussi qu'une clientèle à risque, il y en a aussi très peu. Mais ça, c'est un élément de, bon, la clientèle est déjà, le pool est quand même réduit, disons, versus les autres. Dans la non-clientèle disponible, là, encore une fois, c'est une opportunité pour la marque de capturer ces gens-là. C'est des gens qui voient la marque comme étant une marque de qualité. Si je retourne tantôt ici, là, il y a quand même des éléments où la marque, où ça ne va pas si pire. Valeur pour l'argent, quand même assez haut, plus 20. Qualité, plus 30 versus mieux que la concurrence, moins bien que la concurrence. Donc, il y a des éléments où ça va bien pour Spectro. Donc, ça explique pourquoi il y a des gens qu'on peut capturer facilement. Mais encore une fois, ils n'ont jamais essayé la marque, ils n'ont jamais fait le saut. C'est ça qu'il faut faire pour cette marque-là. Et finalement, quand même un assez grand groupe de gens à qui la marque ne s'adresse probablement pas,
Donc, c'est des gens qui vous ont jamais, qui ont jamais acheté, mais qui vous connaissent, qui n'ont jamais acheté, mais qui ne pensent pas des choses stellar de la marque. Donc, ça explique un peu. C'est ici qu'on voit comment prioriser les stratégies, qu'est-ce qu'on doit faire, quand, qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième et qu'est-ce qu'on fait. C'est là que le pouvoir des autres mesures et des autres analyses peut aider dans la conception des stratégies pour ces quatre groupes de gens-là. On est un petit peu en avance, mais c'est correct. On va avoir plus de temps pour les questions. Hélène? Oui, ben merci Luc. Super intéressant comme étude de cas. Je vous rappelle que d'autres études de cas vont être publiées également pour les marques de nourriture pour animaux et pour les détergents, mais c'est deux études de cas qu'on a fait sur le marché américain aussi. Donc, ce serait intéressant de voir pour différentes catégories où il y a peut-être une plus grande fidélité là, au niveau des marques pour produits animaux, par exemple, où on va voir que ça a quand même un impact sur le momentum. Et pour les détergents, ben, il y a peut-être un peu plus de sensibilité au prix, par exemple. Donc, on verra si c'est confirmé aussi dans l'étude. Donc, je vous rappelle, en fait, c'est une étude qui est personnalisable. Donc, on peut également euh, soit l'intégrer dans une étude existante ou simplement mesurer, par exemple, via un omnibus, là, par exemple, de juste évaluer sa marque comme telle. Il y a des normes et c'est une mesure qu'on souhaite l'avoir en fait, l'avoir en continu, en fait, de pouvoir mesurer aussi dans le temps, soit trimestre par année ou 2 ans, ou autre, là, pour voir comment les marques évoluent aussi dans le temps. Je Donc, pense, je pense, Hélène, que tu viens de répondre à une des questions qu'il y a dans le oui, chat. La première, c'était est-ce possible de choisir les concurrents avec qui je veux mesurer le momentum? Oui, effectivement. Combien de compagnies pouvons-nous mesurer en même temps? Plusieurs, mais évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle le nombre d'évaluations par répondant. Donc, un répondant va évaluer seulement, je pense, c'est deux ou trois marques, trois Hélène, ou marques. peut-être quatre. Ouais, 4 marques. Euh, donc, plus il y a de marques, plus l'échantillon va être élevé. Donc, ça change un peu la structure du sondage, mais à discuter. Oui, puis par rapport à ça, Luc, aussi, je l'ai mentionné que c'est sûr que c'est un modèle qui est intéressant également pour identifier les marques émergentes. Puis Ouais. quand on dit émergentes, des fois, ils ont des très, très petites, un bassin très limité, en fait, d'acheteurs ou de consommateurs ou de gens qui sont familiers avec la marque. Mhm. Donc, c'est sûr que dans l'étude, on n'en a pas parlé, mais on a aussi une question ouverte où on demande aux consommateurs d'identifier, mis à part les marques qu'on leur a présentées dans l'étude, y a-t-il d'autres marques dans la catégorie qui leur ressemblent vraiment très, très actives, qui ont le vent dans les voiles, qui ont le momentum également sur le marché actuellement. Donc, on vient chercher ici ça nous permet en fait d'identifier les marques aussi qu'on devrait peut-être surveiller dans le temps. D'ailleurs, dans ce cas-ci, les résultats en fait de cette question ouverte-là, c'est quand même des grosses marques, là, mais Dove était très, très bien évaluée au niveau du momentum. Olay, Vaseline, Clarins, Biotherm, Nivea. Bon, ce sont des marques là, qui ont quand même ressorti souvent. Les gens ont identifié comme étant des marques très innovantes, différentes, qui avaient aussi le vent dans les voiles. Donc, on a également aussi cette possibilité-là. Il y avait aussi la neige aussi que je connais pas, que je vais aller je vais aller m'informer, mais qui est peut-être une marque aussi peut-être plus émergente à savoir, à voir en fait là, pour cette marque-là. Ouais. Une autre question, c'est, pardon, est-ce que cette étude doit être faite une seule fois ou pouvons l'utiliser comme benchmark au fil du temps? Oui, je pense on en a parlé. En fait, idéalement, c'est quelque chose qu'on fait une ou deux fois par année minimum pour voir justement comment on performe en tant que gestionnaire de marque sur ces stratégies-là qu'on met en place. Je retourne à cette slide-là. En fait, ça serait une qui serait vraiment intéressante à voir dans le fil du temps pour voir si les gens se déplacent d'un bucket à l'autre. Je n'ai pas mentionné que dans le tableau de bord, évidemment, ça va être un petit peu différent de ça là, pour les données qu'on va présenter, mais on a sous chaque groupe un profil type de ces gens-là. Donc, parmi ce groupe de clientèle engagée-là, c'est plus probable que ce soit des femmes de 35 à 44, etc., etc. Donc, ça vous permet, encore une fois, d'être encore plus ciblé dans peut-être vos stratégies ou vos initiatives pour ces groupes-là. Donc, oui, ça serait un exemple de quelque chose qui serait hyper intéressant à voir dans le temps.
Côté filtre, que pouvons-nous filtrer exactement avec le tableau de bord interactif? En fait, c'est en développement, mais habituellement, on inclut pas mal tout ce qui fait du sens, en fait, le genre, les groupes d'âge et les combinaisons de tout ce que je vais mentionner, le revenu familial, est-ce qu'il y a des enfants dans la maison ou non, dépendant de ce qu'il y a dans le questionnaire, dans les questions démographiques, là, je ne me souviens pas exactement ce qu'il y a, mais Nouveaux arrivants, par exemple, qui est quand nouveaux même, arrivants, oui. ouais, qui est quand même bien demandé actuellement. Et puis tout ce qui peut être pertinent aussi pour une catégorie. Là, si c'est dans une catégorie, on veut, si même on a une segmentation, on peut ajouter ces questions-là aussi dans l'étude, pour pouvoir filtrer aussi. Donc, quand on dit c'est personnalisable, c'est vraiment à tous les niveaux. C'est sûr que le prix varie aussi, évidemment, selon le niveau de personnalisation qu'on veut aussi, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir comme étant intégré à une étude actuelle. Si on parle à peu près de 16 questions, là, en fait, variables plutôt que questions, parce qu'il y a les 9 dimensions de la force. Donc, c'est quelque chose qu'on peut quand même bien intégrer. Puis là, c'est sûr que plus on a de marques, plus ça ajoute en fait des variables. Là. Mais Oui, puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le côté personnel. Ben, on en parle présentement, là, que l'étude peut être personnalisée. Pour certaines catégories, c'est peut-être même pertinent pour un client d'ajouter une question qui est spécifique non seulement à leur marque, mais à la catégorie. Un exemple serait pour les produits pour la peau. Avez-vous telle ou telle condition? Ou c'est une liste qui défile. On pourrait filtrer sur ça, donc pour voir si les gens qui ont la peau très, très sèche, ben, est-ce qu'ils pensent différemment? Est-ce qu'ils ont des différentes attitudes? J'avais complètement oublié qu'il y a le Q&A. Euh, ouais, c'est ça, on parle de marché US. Oui, effectivement. D'ailleurs, on a 2 études de cas. Donc, oui, c'est une étude qu'on peut faire sur le marché américain. Par ailleurs, les normes qu'on a, nous, sont sur le marché canadien pour le moment. Donc, éventuellement, on va bâtir les normes aussi pour le marché américain. Pour les En marques, fait, ouais, oui, excuse-moi. En fait, les 2 études de cas qui vont être publiées dans les prochaines semaines, c'est la nourriture pour les chiens, je crois, aux exact. États-Unis, qui sont Ouais, des marques américaines, et le détergent détergent, pour, c'est ça, pour exactement. laver ça aussi, c'est aux Les vêtements, États-Unis. ouais. C'est sûr qu'on a aussi des questions sur, bon, on parlait beaucoup que c'est une étude qui convient très, très bien à des produits de consommation dans des marchés concurrentiels forts, avec des fréquences d'achat élevées. On pose des questions à savoir est-ce que ça peut être également des bannières de magasins, est-ce que ça peut être aussi des services ou autres. On parle de marques sociétales également. Pour le moment, on a bâti, puis les normes sont également faites pour des produits de consommation courante, mais on pourrait éventuellement s'inspirer aussi de l'étude pour d'autres secteurs, par exemple des secteurs où on est plus dans le service, par exemple, ou autre, parce qu'on parle quand même, il y a des dimensions qui portent sur l'attrait visuel, etc., Hmm. donc qui se prêtent peut-être moins bien à un service, mais éventuellement, ça pourrait être aussi dans notre momentum. Là, si on a un momentum aussi, on pourrait aussi développer dans d'autres secteurs et à ce moment-là, identifier les composantes qui sont plus pertinentes pour ces secteurs-là aussi. On a quelques questions concernant le coût d'une étude version standard. Euh, il y a Ma réponse à ça, ça serait étant donné comme on disait tantôt, étant donné qu'il y a plusieurs variables, par exemple, les différentes incidences des différents produits ou des concurrents avec qui on veut se comparer, le nombre de marques versus lesquelles on veut se comparer aurait un impact, en fait, sur le coût standard. La meilleure chose, ça serait de contacter solutions@leger360.com pour avoir une courte discussion. On a quand même une très bonne idée. C'est surprenant, en fait, le prix de l'étude qui est très, très, très raisonnable, étant donné que c'est quand même une approche standardisée, mais étant donné que nous sommes légers, la plus grande firme de recherche canadienne, on a quand même des équipes d'opération très efficaces, donc on peut personnaliser facilement et rapidement. Hélène, je vais te poser la question comme quelqu'un nous l'a posé. D'après toi, ça serait idéalement la fréquence d'une analyse comme ça pour mesurer l'évolution de la force de la vitalité dans le temps? Moi, j'irais plus comme une étude d'équité de marque, par exemple. Ce type-là, j'irais peut-être plus comme sur une fois par année. C'est Mm. assurément, si on peut le faire chaque mois, ça peut être intéressant aussi, parce qu'on sait que ça bouge quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'innovations dans certains secteurs, certaines catégories aussi. Mais en moyenne, moi, j'irais peut-être une fois par année. Là, je pense que ce serait une bonne.
bonne façon, une bonne mesure, mais assurément, ça dépend aussi de l'intensité de l'innovation, du dynamisme dans une catégorie. Là. Oui, c'est ça, effectivement. Et des efforts qu'une marque a l'intention de faire. Tu sais, c'est comme. Ouais. Euh, C'est ça. Il y avait une autre question aussi sur la valeur prédictive du modèle aussi, qui est une question difficile à répondre parce que c'est sûr que il est difficile, en fait, d'isoler aussi tout ce qui est fait aussi au niveau du marketing, etc. Donc, c'est sûr que nous, le sondage peut nous dire, oui, voici telle marque, elle est à surveiller, elle est émergente, elle a beaucoup de momentum, etc. Assurément, il y a beaucoup de choses qui doivent être, qu'on ne contrôle pas dans le sondage. Est-ce que la marque, elle est bien distribuée? Est-ce qu'il y a un bon marketing, publicité, etc. Donc, il y a tout ça aussi, il y a des variables donc, qui dépendent aussi de tous les efforts aussi qui sont faits par les marques. Assurément, on voit quand même, avec les benchmarks qu'on a là, au niveau des normes, nous avions identifié, par exemple, que tout ce qui était bon, plus vegan, végé, on voyait vraiment un momentum de plusieurs marques qu'on a vu aussi se concrétiser aussi dans les mois qui ont suivi. Donc, donc, voilà pour cette question-là, mais c'est une question qui est difficile hein, à répondre aussi. oui, effectivement. Mhm. Il y a une question concernant les marchés où on peut mesurer ça, en fait, n'importe où. L'important, en fait, c'est que les marques soient assez visibles et assez connues pour qu'on puisse faire l'étude de si c'est une marque qui un demi% de la population connaît ou ça devient plus difficile. Donc, ça dépend des marques, de la catégorie, du set compétitif. Exact. On parle aussi de longueur du questionnaire. Encore une fois, ça dépend du nombre de marques avec lesquelles on veut se comparer. Sinon, pour une seule marque, c'est sûr qu'on parle de quelque chose dans deçà de 5 minutes. Là, c'est quand même quelques questions. Donc, ça s'intégrait bien aussi dans le cadre d'un omnibus. Par exemple, on est plus dans ce que des variables. Là, donc, ça pourrait être aussi intégré dans un omnibus pour une seule marque. Donc, voilà pour ça. Est-ce que tu as d'autres questions, Luc? Euh, Ouais, je pense que ça faisait le tour. je pense que ça fait le tour, oui. Parfait. Donc, je vous remercie. En fait, on vous remercie de votre présence, votre attention, puis on espère vraiment que le modèle a suscité votre intérêt, puis et votre ça donne d'avoir envie d'en savoir plus aussi sur le modèle. Donc, on vous invite à ce moment-là à communiquer avec solution@leger360.com aussi. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir une présentation personnalisée aussi ou plus adaptée là, à votre catégorie. Bon matin, tout le monde. Oui, merci. Bye bye. Bye.